La rentrée académique 2021-2022 officiellement lancée ce 1er octobre à Gawa dans la région du Sud-Ouest. Une entrée des classes qui intervient dans un contexte de crise sécuritaire. Le gouvernement invite les acteurs du monde éducatif à un engagement sans faille pour une année scolaire réussie. Et puis, réaffectation des élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré. Certains n'ont pas pu se faire inscrire dans leur nouvel établissement faute de bulletins. D'autres n'ont tout simplement pas reçu l'information. Vous les entendrez. Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue. Nous recevrons un invité dans ce journal. Moussa Petit-Sergent sera avec nous en fin d'édition pour nous parler de la 3e édition du festival Humour décalé dénommé Rire en fête. Mais en attendant, l'actualité de ce 1er octobre, c'est la rentrée scolaire des classes session 2021-2022. Elle a été lancée officiellement ce matin à Gawa, dans la région du Sud-Ouest, par le ministre en charge de l'Éducation nationale. Une année scolaire qui s'ouvre dans un contexte de crise sécuritaire où plus de 2000 écoles sont toujours fermées à cause de l'insécurité. Le ministre invite les acteurs du monde de l'éducation à un engagement sans faille pour une année scolaire réussie. Quant au gouvernement, il fera sa part, a dit Stanislas Ouaro. Nous reviendrons plus en détail sur cette actualité dans nos prochaines éditions. À Fadan Gourma, la rentrée scolaire a été aussi effective. Le secrétaire général de la région qui a présidé la cérémonie a invité le corps enseignant et les élèves à honorer une fois de plus la région comme ils l'ont fait l'année dernière. Je vous propose d'écouter Amidou Souri. Contre des intérêts d'un enfant. Et si, en tout cas, ils ont droit à la participation et de la gestion de leurs affaires, mais qu'ils soient regardants que toutes les choses se passent dans l'ordre et la discipline, parce que dans le désordre, on ne peut rien faire et on ne peut rien construire. Et donc, c'est ce que les messages que nous avons et vraiment souhaitons que cette rentrée-là soit vraiment une année scolaire normale, sans perturbation, et pour que, en tout cas, nous puissions attendre de bons résultats en fin d'année, comme d'habitude. Je retiens que nos autorités se soucient de notre avenir. C'est vraiment une joie de savoir que les grandes personnes vraiment s'intéressent à notre éducation. Et je sens vraiment que nous pourrons faire de bons résultats si vraiment nous les écoutions et que nous mettions au sérieux. Et puis, je vous le disais à l'instant, tous les élèves du lycée Philippe Zenda Kaboré n'iront peut-être pas à l'école cette année. La raison, certains n'ont pas pu se faire inscrire dans leur nouvel établissement, faute de bulletins. D'autres n'ont tout simplement pas reçu l'information. Comment peut-on expliquer cette situation? Élément de réponse dans cet élément signé Abdourazak Traoré. Première rentrée des classes après la fermeture du lycée Philippe Zenda Kaboré. Ce 1er octobre, comme on pouvait s'y attendre, l'administration n'existe plus. Les élèves aussi. Ils ont été affectés ailleurs. Cette version, c'est pour ceux qui ont été informés de cette nouvelle donne. Cet élève, accompagné de sa mère, a reçu l'information carrément après les affectations. Le processus a donc été fait sans elle. Bon, j'ai pas su, je n'étais pas là pendant les vacances, là j'étais voyagée, donc je suis venue au pays. Mes amis m'ont dit qu'il y a eu de l'affectation et puis bon, ils les ont affectés et puis eux, ils sont aux choses, au lycée Marianne Gouabi, mais moi j'ai pas eu de l'affectation parce que je n'étais pas là ici. Elle n'était pas là. Ses parents ont été surpris. Conséquence, la jeune fille va changer d'établissement. Plus d'établissements accessibles aux alentours. Alors pour cette année scolaire, elle ira à Manga, dans le centre-sud. Hilary Tiendrebero, elle va devoir se contenter de son lieu d'affectation. Aucun de ces 3 choix n'a été pris en compte. Et ça ne m'a pas vraiment plu. Non, on va faire avec. Ce ne serait pas trop compliqué?
Bon, comme maintenant, on cherche à réussir là, avec tout ça, Inch'Allah, ça va aller. Merci. Même réalité chez le vieux Rahmani. Un de ses enfants a été muté dans un établissement qu'il n'a pas choisi. Il ne cache donc pas sa désapprobation. Je suis très déçu par cette affaire de fermeture du lycée Zenda Kabouri. Ce sont nous les parents qui payons le lot tribut. J'avais 2 enfants inscrits ici et nous habitons à Yamtenga vers le marché de Pousguin. Ils ont affecté l'un d'eux jusqu'à Samandé. C'est très éloigné, ce n'est pas ce que nous avons demandé. L'autre problème, c'est aussi le retrait des documents afin de continuer les inscriptions dans les nouvelles écoles. Si vraiment ils pouvaient revoir les choses et rouvrir le lycée l'année prochaine, il est rappelé, on en sera ravis. Et justement, le retrait des documents comme les bulletins, les certificats de scolarité constitue la croix et la bannière, car au lycée Philippe Zenda Kabouri ici, il n'y a plus de répondants. Les parents et les élèves vont et reviennent sans succès. Les documents sont pourtant exigés pour la réinscription. En tout cas, c'est la réalité ici, au lycée Bogodogo. Mais en attendant que ces documents soient disponibles, les 67 élèves affectés ici sont les bienvenus. Ils sont situés avec ces affiches. Les classes sont précises et tout va bien, selon le proviseur que nous avons rencontré. Et dans cette ferveur de la rentrée scolaire, l'ONG L'Amour du Prochain fait parler son cœur en faveur des élèves des familles défavorisées. La semaine dernière, les membres de cette organisation fondée par des Africains résidant en France ont offert un lot de fournitures scolaires au Mogo Naba au profit des élèves démunis. Arsène Konditamde. Des fournitures scolaires composées de 1000 cahiers, des ensembles géométriques, des sacs à dos entre autres, remis au Mogo Naba Baongo. Le don est de l'ONG L'Amour du Prochain qui souhaite accompagner l'empereur afin qu'il vienne en aide aux personnes vulnérables. Le coût de ce don n'a pas été révélé par le donateur. Vous savez bien que Sa Majesté le Mogo Naba est une grande personnalité qui agit beaucoup au niveau de la paix sociale, au niveau de l'action sociale. Il est très sollicité. C'est pour ça que l'ONG a pensé vraiment à venir lui remettre ses dons, donc qu'il puisse vraiment faire bon usage pour tous ceux qui l'administrent, en l'occurrence les populations démunies. Dans la vallée de ce don, j'avoue que ce n'est pas notre objectif premier. Nous n'avons même pas évalué le don. Voilà, donc ce n'est vraiment pas une de nos priorités. L'ONG L'Amour du Prochain est une organisation fondée par des Africains résidant en France. Il y a de cela quelques temps, elle a fait don d'ambulances et de matériel médico-technique à la mairie de Nagréongo. Elle a aussi fait don de 2 ambulances au ministère de la Santé. Après avoir posé toutes ces actions, elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Mais je tiens à dire que l'ONG ne va pas s'arrêter là. Et il y a plein d'autres actions, à part les actions humanitaires que nous avons fait côté du matériel médico-technique concernant les hôpitaux de Nagréongo et bien d'autres, la mairie de Nagréongo. Et vraiment, je peux dire que nous comptons vraiment aller très 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 loin avec cette ONG dénommée L'Amour du Prochain. Le Mogo Naba remercie l'ONG pour ce don qui va enlever une épine aux pieds de nombreux parents en cette rentrée scolaire. Il formule des bénédictions pour que l'organisation puisse étendre ses actions à d'autres personnes dans le besoin. La rentrée des classes, c'est aussi les cantines scolaires pour nourrir les élèves. À Ouagadougou, la municipalité réfléchit sur les mécanismes à mettre en place pour un meilleur approvisionnement de ces cantines de la commune de Ouagadougou en vivres. Il s'agit précisément pour ces acteurs en charge de la gestion de ces réfectoires pour élèves d'identifier les difficultés qui entravent leur bon fonctionnement afin d'y apporter des solutions durables. Et selon le maire de la capitale, les conclusions des échanges devraient être reversées dans les débats au cours des Assises nationales sur l'éducation qui auront lieu en mi-novembre prochain. Amadou Diko et Arsène Kontamdi. Approvisionner en quantité et en qualité les cantines scolaires en matière de vivres, c'est l'objectif de ce cadre d'échange entre acteurs de la gestion des cantines scolaires de la ville de Ouagadougou. À travers cette tribune, les participants tentent d'identifier les difficultés
auxquels sont confrontées les cantines et propose des solutions durables avant la reprise de l'école. Ce que nous espérons, c'est pouvoir trouver des solutions endogènes. Il ne faut pas toujours attendre des solutions qui vont venir de l'extérieur, mais il faut qu'on trouve des solutions locales qui vont nous permettre, en flux continu, en circuit court, d'avoir l'approvisionnement de nos cantines sur toute l'année. Et je pense qu'il y a des possibilités. Et si on se met autour de la table, des solutions pourront sortir de cette année. Et c'est ce qu'on espère vraiment. Pour le maire de la commune de Ouagadougou, cette rencontre servira également de cadre de réflexion pour mieux préparer les assises nationales sur l'éducation. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, d'une part, et également des assises nationales sur l'éducation nationale. Ces réflexions peuvent venir alimenter ces assises pour que, ensemble avec le ministère en charge de l'éducation nationale, on améliore cette chaîne d'approvisionnement et on améliore la qualité des repas qui seront servis aux enfants dans notre commune. Cette initiative de la mairie centrale de Ouagadougou veut garantir à tous les élèves de la capitale des cantines scolaires capables de répondre à leurs besoins. Dans un tout autre registre, nous parlons de l'évolution technologique dans le domaine de la santé, un sujet au cours du 8e congrès ordinaire de l'Ordre national des pharmaciens. Du 30 septembre au 2 octobre prochain, les acteurs du domaine vont réfléchir sur la nécessité pour l'organisation de s'adapter aux innovations techniques et technologiques qui touchent la profession des pharmaciens. Arsène Kontamné. Ce 8e congrès de l'Ordre national des pharmaciens du Burkina Faso peut être considéré comme le congrès de la réinvention. Le thème retenu, le pharmacien face aux défis des innovations techniques et technologiques, illustre bien cette volonté. C'est un moment pour ces professionnels du médicament de dessiner les contours d'un métier qui fait face à des mutations. L'essor du numérique, des objets connectés, des nombreuses applis santé et de l'intelligence artificielle ont un impact significatif sur notre quotidien et changent notre relation avec le patient qui exige un haut niveau de qualité de service utilisant les meilleurs dispositifs médicaux actuels. Par conséquent, nous pharmaciens, pour être à la hauteur de nos missions futures, devrons nous mobiliser et nous inscrire dans cette transformation numérique de la santé en nous engageant dans des services innovants au service des patients dans un cadre respectant les valeurs éthiques de notre profession. Ce congrès se tient dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19 qui a éprouvé le monde entier. Le gouvernement burkinabé, partenaire privilégié de l'ordre, salue les efforts des pharmaciens pour atténuer les effets néfastes de cette pandémie sur le territoire national. Malgré ce contexte particulièrement difficile, l'Ordre national des pharmaciens du Burkina, à l'instar de notre peuple, s'est montré fort et résilient. Il a su par la détermination de ses membres et en parfaite collaboration avec l'ensemble des acteurs du secteur pharmaceutique, répondre efficacement aux différents défis, notamment la sécurisation des stocks de médicaments. À l'ouverture de ce 8e congrès, 10 pharmaciens ont été décorés par les autorités burkinabées. Élevés au rang de chevaliers de l'ordre de l'étalon, ils sont récompensés pour leur carrière et les efforts pour le développement de la profession. Ce congrès se tient du 30 septembre au 2 octobre 2021. 48 heures, c'est le temps que va durer la conférence consultative des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur les contributions déterminées sur le climat. La réunion a débuté hier jeudi à Ouagadougou en présence de jeunes venus de plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Les participants vont surtout insister sur les politiques nationales et la responsabilité individuelle de la jeunesse en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Abdourazak Traoré. Ils se considèrent comme des soldats de la protection de la planète. Ces jeunes venus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest se sont donné rendez-vous dans la capitale burkinabé, sous la houlette de la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat. Ils vont plancher pendant 2 jours sur ce qu'on appelle les contributions déterminées nationales. Les CDN sont des plans climatiques nationaux qui insistent sur les actions et les politiques en matière de lutte contre le réchauffement de la planète. Il a été demandé à chaque pays de pouvoir identifier ses capacités de contribution, en tout cas pour diminuer son empreinte carbone. Et de ce fait, les pays ont soumis donc leur première contribution nationale déterminée.
en 2015 et selon en tout cas les textes en vigueur, il était question de réviser ça chaque année, chaque 5 ans. Et nous sommes donc à la première révision des contributions nationales déterminées. Vu l'importance en tout cas des changements climatiques, sur l'impact important en tout cas des changements climatiques sur nos vies, et vu en fait les effets futurs attendus, il était important en tout cas pour la jeunesse de se mobiliser pour déjà contribuer à atténuer les effets du changement climatique, mais aussi à pouvoir contribuer à, disons, à faire avancer les politiques. Faire agir les politiques dans la prise de décision, c'est justement cet aspect des choses qui séduit l'ambassade de France au Burkina Faso. Et le changement climatique, ça fait partie des causes pour lesquelles les jeunes doivent se mobiliser. Et les jeunes, ou la jeunesse en général, c'est l'espoir. Si nous perdons espoir, si les jeunes perdent espoir, que ce soit sur tous les sujets que je viens d'évoquer, alors on est fini. Je veux dire, s'il n'y a plus d'espoir, on s'arrête de vivre en quelque sorte. Donc il faut vraiment qu'il soit une force de proposition et même qui nous bouscule, qui nous oblige à agir, parce que c'est pour eux qu'on agit. Le diplomate insiste également sur la responsabilité individuelle de chaque jeune dans sa société. Luc Alade le sait, son pays, la France, est sur la liste des plus gros pollueurs au monde. Alors, il anticipe en dénonçant l'ineffectivité de l'accord de Paris sur le climat. 5 ans après, c'est pratiquement le statu quo pour ce traité international devant sauver la planète des affres de la pollution. Cette conférence consultative des jeunes de l'Afrique de l'Ouest sur les contributions déterminées sur le climat est donc un cadre d'interpellation des dirigeants sur les engagements pris. Un événement sous la présidence du ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Sur le même sujet, avec cet autre instrument de protection de l'environnement, la fiscalité environnementale. Il s'agit de taxes, impôts et redevances, entre autres, instaurées pour diminuer les comportements dégradants de l'environnement. Des réformes sont en cours en la matière. Pour les faire connaître, les médias sont mis à contribution. C'est tout le sens de ce séminaire d'information initié par le ministère en charge de l'environnement en faveur de plusieurs journalistes, Karim Bonda et Benjamin Kwame. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les 3 premiers pays qui polluent plus l'atmosphère en CO2 selon la Banque mondiale, un classement de 2018. L'Afrique du Sud, premier pays en Afrique subsaharienne avec 52% de CO2 jeté dans l'air. Et le Burkina Faso, classé 23e africain avec pour taux de pollution 0,05%. Un pourcentage qui n'est pas négligeable car l'impact négatif coûte à l'État burkinabé plus de 780 milliards de francs CFA et les forêts sont les plus impactées. Pourtant, la population burkinabé dépend à plus de 90% des ressources naturelles. Le gouvernement veut protéger cette ressource. Il lance une réforme où des individus et sociétés doivent payer des taxes et redevances. Quand on parle donc de fiscalité, bon, ça peut créer une certaine frayeur. Mais à la vérité, c'est des initiatives, c'est des taxes, c'est des impôts, c'est des redevances qui existaient un peu dans un certain nombre de secteurs. Quand vous prenez le secteur donc, des mines, ça existe déjà. Mais le souci ici, c'est de vraiment avoir une vision très claire dans ces secteurs-là. Comment on peut réajuster un certain nombre de choses? Comment nous pouvons reformer un certain nombre donc, de situations pour que véritablement nous puissions voir l'aspect transformationnel en termes donc, de comportement au niveau des individus et au niveau, bien sûr, des sociétés. C'est donc pour vulgariser cette réforme entreprise depuis 2019 que les hommes de médias sont associés à ce séminaire. Cette nouvelle fiscalité environnementale vise à inciter les individus et les sociétés implantées au Burkina Faso à adopter des comportements plus éco-responsables et décourager ceux qui infligent des dommages à l'environnement. Dans les domaines de l'énergie, du transport, des ressources naturelles, de la pollution et des déchets, véritablement dans l'optique de permettre aux individus ou aux sociétés d'adopter un comportement éco-responsable. Autrement dit, l'éco-fiscalité constitue un outil de gestion durable de l'environnement dans notre pays.
Pour éviter que cette réforme ne tombe comme un coup de massue, le ministère de l'Environnement, avant les journalistes, a répété le même exercice avec les décideurs publics et la société civile. Il s'étendra avec les parlementaires, avec toujours l'idée de protéger la population et assurer la pérennité des ressources naturelles comme l'eau ou encore les forêts. Place à présent à notre invité, comme je vous le disais en tout début de journal, Moussa Petit-Sergent est avec nous sur ce plateau pour nous parler de la 3e édition du festival d'humour décalé dénommé Rire en fête. Bonjour Moussa. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation. Et aussi à l'entame du journal, je voyais que tu parlais des élèves du Zenda. C'est des élèves pour qui moi j'ai beaucoup de respect parce qu'ils ont un incroyable talent. C'est des gens, ils n'ont pas encore de travail, mais ils sont déjà affectés par l'État. Donc ça, il faut avoir beaucoup de talent pour être affecté par l'État sans travail. Sincèrement, félicitations. Et aussi, j'ai vu qu'à un moment donné, il y a monsieur le maire qui parlait des assises nationales sur l'éducation. Mais ce qui m'a un peu intrigué, c'est les gens qui sont arrêtés derrière. Parce que quand nos autorités parlent, on a toujours des gens derrière et ils font ça. Même, quel que soit ce que l'autorité dit, eux, ils sont toujours d'accord. C'est les répondeurs positifs. Hommage à eux. On vous sent vraiment très inspiré. Vous êtes déjà presque dans le festival. Ben oui, on est déjà dans le festival, ouais. On est déjà dans le festival. Donc déjà hier, on a fait un événement au collectif des architectes du rire, qui était la sortie de la première promotion des divas. Donc c'est 10 filles qui étaient en formation en humour au quart, qui ont fait 7 mois de formation et qui ont donné leur spectacle de restitution. Donc ça s'est très très bien passé. Tous les humoristes internationaux sont là et étaient là. Et voilà, et le festival en lui-même commence aujourd'hui avec Canal Olympia. Alors justement, le festival, c'est le festival d'humour décalé. Ouais. Alors dites-nous, qu'est-ce qui fait la différence avec les autres? La différence parce que c'est pas simplement un festival d'humour tout simple. Et l'aspect décalé de ce festival est que c'est un festival qui, sur scène, il y a tout un groupe de musiciens. Donc il y a tout un orchestre qui est là. Donc ça fait 2 jours que les humoristes sont au Burkina, ils sont là. Donc ces humoristes ont eu le temps de travailler avec les musiciens. Déjà, le travail avait déjà commencé à travers WhatsApp et tout. Mais là, depuis 2 jours, ils travaillent avec les musiciens. Et encore ce matin, ils sont en répétition avec les musiciens. Donc la mission de chaque humoriste, c'est d'intégrer le live dans sa prestation. Donc du coup, on va faire un truc vraiment ambiancé du début jusqu'à la fin. Donc c'est un spectacle d'humour qu'on peut voir presque debout parce qu'il est vraiment bien agencé, bien rythmé. Et aussi la surprise qu'on a ce soir, c'est qu'on a 4 stars de la musique burkinabé qui vont nous rejoindre ce soir à Canal Olympia. Et comme ça, pour créer des moments de respiration entre les vannes. Voilà. Donc c'est ça l'aspect décalé du festival. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept, ça vient de Karpala, c'est tout frais, c'est tout bio. D'accord. Vous dites que les humoristes, ils viennent de plusieurs pays, Afrique et puis Europe. Exactement. OK. Donc il y a la France, il y a la Belgique, il y a le Burkina, il y a le Togo, il y a le Cameroun, il y a la Guinée, il y a la Côte d'Ivoire. Voilà, donc... c'est aussi un brassage interculturel entre les différents styles d'humour, parce que l'humour à l'africaine et puis l'humour à l'occidental, comment ça se passe? Est-ce que c'est pareil? Nous, on appelle ça une pénétration interculturelle. Donc, ça veut dire qu'on a des humoristes... Ce festival, c'est ça aussi sa particularité. On regroupe tout le temps 2 continents. Il y a le continent européen et le continent africain. C'est vrai que ce n'est pas la même manière de construire les vannes quand on est en Europe ou quand on est en France ou quand on est au Burkina. Mais moi, par exemple, comme j'ai l'habitude de jouer en Europe et aussi en Afrique, je fais aussi attention aux artistes que je vois en Europe, mais qui, je pense, peuvent bien fonctionner en Afrique. Donc c'est ces humoristes-là aussi que je fais venir pour aussi leur faire découvrir, surtout le Burkina Faso, qui deviennent un peu des ambassadeurs du Burkina Faso en Europe, parce que notre image est un peu... Ouais, justement, parlons d'ambassadeurs. Vous aussi, en tant qu'humoriste, vous êtes des ambassadeurs avec cet événement, parce qu'en réussissant à convier des Occidentaux à Ouaga, c'est aussi montrer que le Burkina Faso est toujours ce pays où il fait bon vivre, où on peut vivre, contrairement peut-être à l'image véhiculée par certains. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé que le Burkina a vu ses règles, donc c'est rouge.
Et alors que non, moi je pense que le Burkina, c'est le pays le plus bio au monde. Et tous les humoristes, ça fait la 3e édition, et tous les humoristes que j'ai fait venir au Burkina, j'ai fait venir des humoristes de la Suisse, de la France et de la Belgique, et ils ont toujours kiffé, et ils sont allés, et ils m'ont dit clairement, ce qu'on entendait dans certains médias et tout, ce n'est pas du tout ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu au Burkina. Et eux sont des ambassadeurs du Burkina Faso là-bas, et encore d'autres nous font confiance et viennent quand même. Donc moi je pense que voilà, c'est seulement comme ça qu'on pourra un peu laver un peu l'image du pays et sur le plan international. Et le festival va se tenir sur 3 jours. Exactement. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y aura au programme rapidement? Déjà, c'est ce soir, on joue à Canal Olympia. Donc tous les humoristes qui sont annoncés, comme je le disais, sont là, ils sont à Ouagadougou. Donc ce soir, on est au niveau de Canal Olympia. Demain, on est au niveau de l'Institut français. Et dimanche, on est au niveau de la Mako. Ce qu'on fait à la Mako, c'est que chaque édition du festival, on arrive à la Mako à 10h, on fait un spectacle pour les détenus, et avec tous les humoristes internationaux. Et à 13h, on partage un repas communautaire avec les détenus. Et je profite de remercier tous les restaurants qui sont entrés en contact avec nous pour nous donner des kits, et aussi des particuliers qui nous ont aidés, soit avec un mouton, soit avec un sac de riz et tout. Donc c'est nous qui organisons ça. On mange avec les détenus, et à 16h, il y a un match de football qui oppose les humoristes aux détenus, et c'est comme ça que le festival prend fin. D'accord. Et cette étape de la Mako, dites-nous, quel est le message que vous voulez passer? Déjà, c'est aussi pour dire que ceux qui sont à la Mako, c'est aussi notre public, hein. Il y a des gens qui nous suivaient dehors et qui aujourd'hui se retrouvent à la Mako. Il y a des gens qui sont à la Mako mais qui demain viendront nous voir sur des scènes. Et personne ne peut dire qu'il est à l'abri de la prison. On va dire la prison et l'hôpital. Personne ne peut dire qu'il a l'immunité par rapport à ces deux endroits-là. Donc c'est aussi leur dire, nous sommes avec vous, nous compatissons, purgez votre peine avec classe et ressortez et ne retombez pas dans les mêmes travers, mais au moins on ne vous oublie pas, on vient vous égayer. Un dernier mot rapidement à l'endroit de... Bon, le dernier mot, c'est les prix d'entrée, au calme. Canal Olympia, c'est 5 000. Et pour les gens de Ouaga, 2 000. Et pour les gens de Karpala, c'est 20 000. Parce que je sais que maintenant, vous avez les moyens, vous avez un nouveau goudron. Et Institut français, c'est 5 000. À la Mako, c'est gratuit. Donc ceux qui n'ont pas 5 000 ou 20 000, venez à la Mako et on va gérer au calme. D'accord, ça sera le mot de fait. Merci. Allez, merci d'être passé sur ce plateau. Et nous vous souhaitons très bon vent pour votre Merci festival. beaucoup, Rémo, pour l'invitation. Voilà. Et chers téléspectateurs, ça sera le mot de fin. C'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur BF1. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.